Bien débuté en modélisme ferroviaire, un épisode reportage grand format avec Christophe PSX, c'est de suite, bienvenue dans LF Modélisme, on y va. Bonjour et bienvenue sur LF Modélisme, votre chaîne qui vous parle de modélisme. Superbe introduction, bonjour et bienvenue dans LF Modélisme, votre chaîne qui vous parle de modélisme. Aujourd'hui, on se voit ensemble pour un grand format, pour un tuto à grande échelle avec Christophe PSX. Souvenez-vous, lors de la première saison, nous avions fait sa connaissance et la connaissance également de son réseau à l'échelle HO, le réseau PSX tout simplement. Aujourd'hui, on se voit ensemble, je vais me mettre dans la peau pour poser des questions d'un débutant. Le principe justement aujourd'hui de ce grand format sera de savoir les bons conseils que va nous apprendre justement Christophe, comment bien débuter en modélisme ferroviaire. Mais d'ailleurs Christophe, pour ceux qui ne te connaissent pas de la première saison ou par rapport à tes réseaux sociaux et ta chaîne YouTube également, peux-tu te présenter également? Merci à toi. Je suis Christophe PSX et Loïc m'a demandé si j'acceptais d'intervenir une nouvelle fois sur sa chaîne. J'étais intervenu il y a quelques mois avec une interview et puis un petit tuto sur les bâtiments, la patine des bâtiments en matière plastique. Alors aujourd'hui, dans la joie et la bonne humeur, Loïc m'a demandé d'intervenir sur un sujet. Alors Loïc, peux-tu nous dire, pose ta question, vas-y, on va y répondre, je te jure. Christophe, je viens de débuter et pris de passion pour le modélisme ferroviaire. Pourrais-tu me donner quelques conseils pour bien débuter et se faire plaisir surtout? Merci à toi. Donner des conseils pour commencer le modélisme. J'aime pas tellement le mot conseil en fait. Je vous dirais plutôt que je vous donnerai quelques avis. Sans plus, vous en ferez ce que vous voudrez. Ce qu'il faut savoir, c'est quand même, je fais du train depuis 50 ans. Donc j'ai expérimenté un certain nombre de choses, j'ai vu une certaine évolution. Et donc on partage et rien de plus. Je vous donne pas de conseils, je vous dis pas comment faire parce que j'ai aucune légitimité par rapport à ça. Alors, à travers mes observations, je dirais que j'ai découvert deux grands types de modélistes. C'est important à comprendre. Alors le premier type de modéliste, c'est ce que j'appellerais le modéliste pressé. Donc le modéliste pressé, lui, il va vouloir que ça fonctionne très rapidement. Il va se précipiter au bricot bidule du coin, il va acheter une planche, il va acheter 4 tréteaux, il va poser ça là-dessus, il va visser ses rails et il va mettre son train en route. Train qu'il aura soit acheté neuf, soit récupéré parce que c'était des jouets de son père, de lui-même quand il était petit, de tonton, enfin de ce qui vous voulez. Soit il en aura acheté dans une brocante, enfin il va vouloir que ça fonctionne très vite. À l'opposé, vous avez le modéliste que je dirais hésitant. Donc il a envie de faire du train, il va se renseigner à droite, à gauche, tout le temps. Il va commencer à bricoler un petit plan, et puis un autre, et puis il va se renseigner sur un forum, il va acheter des revues, il va visiter des sites internet, et ça peut durer longtemps. Ça peut durer très longtemps. Voire il commencera jamais sans réseau. Donc voilà les deux grands types de modélistes. Je vous dirais que le seul vrai bon type, c'est celui qui se situerait entre les deux. C'est-à-dire quelqu'un qui réfléchit, mais à un moment quelqu'un aussi qui agit. Ça c'est important. Hein, c'est qu'à un moment, il faut mettre les mains dans le cambouis parce que sinon, on fera jamais rien. Peut-on savoir quelles sont les bonnes questions à se poser pour arriver à un résultat plus qu'honorable, sachant les conditions difficiles que représente le modélisme ferroviaire? Merci. Donc, quand on fait du train, je pense qu'il y a quelques questions à se poser qui sont très importantes et il ne faut absolument pas les occulter parce que c'est les questions prioritaires. La première question, c'est de savoir ce que vous voulez y mettre. Et ça se décline sous 3 formes. Déjà en termes de temps, en termes d'argent et en termes d'espace. Ça correspond aussi, si vous voulez, à une question qui est corollaire et qu'on peut rajouter, c'est
quel est votre souhait. Donc on essaye de prendre ces 4 paramètres, hein, le souhait, le temps, l'argent, l'espace, et on essaye de les mettre ensemble. Il faut savoir si vous avez un espace dédié. Cet espace, il va conditionner beaucoup de choses. Il va conditionner l'échelle, il va conditionner dans une certaine mesure la forme du réseau. Donc si vous n'avez pas beaucoup de place, va falloir réfléchir. Si vous en avez beaucoup, va falloir réfléchir aussi, parce que si vous faites quelque chose de trop grand, c'est très rare qu'on aille au bout. Ça peut être très 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 sympa, hein, mais les finitions, le décor, ça prend énormément de temps, et puis on peut être très vite découragé. Donc quel temps aussi vous avez à consacrer à votre loisir, parce que le train c'est un loisir, nous sommes d'accord. Vous y passez quelques heures le week-end, un petit peu pendant les vacances, mais il y a le travail, il y a la famille. On peut pas faire ça tout le temps, même à la retraite. C'est connu que les retraités n'ont jamais le temps, donc c'est pas la peine de se lancer dans un réseau pharaonique si on va pas au bout, parce que on va se dégoûter. Donc l'espace, le temps, et puis l'argent, parce que ça devient très vite coûteux. Même si on a envie de se limiter, en fait c'est un piège, on se limite jamais. Les gens qui arrivent à se limiter, je les admire, franchement, parce qu'il y a toujours la petite chose qui plaît, le petit détail qu'on voudrait rajouter, et donc on met assez vite la main au porte-monnaie. Donc voilà, c'est ces éléments-là qu'il faut mettre ensemble pour voir si vous avez le temps, l'espace et les finances pour commencer un réseau. On peut faire des choses très bien, rapidement et très peu cher. Hein, on va essayer de mettre tout ça au point. Justement, quels sont-ils ces points tant essentiels pour la bonne réalisation de mon projet? Je t'écoute. Alors, dans les thématiques, dans vos goûts, il faut que vous vous posiez un certain nombre de questions. Êtes-vous plutôt train ancien, comme ceci, ou plutôt train moderne, comme cet exemple? Êtes-vous plutôt ville ou campagne, voire dépôt, ou même industriel? Ça, ce sont des bonnes questions à se poser. Est-ce que vous voulez des petits trains, des grands trains, des autorails, des trains qui tournent ou des trains qui manœuvrent? Voilà quelques bonnes questions à se poser. Ah ouais, c'est pas mal. Bon, oui d'accord Loïc, je vais me fendre de quelques vrais bons conseils. Mais avant, je voudrais faire une petite remarque. Si vous aimez le train, vous allez fatalement prendre votre ordinateur, comme je viens de le faire. Vous allez chercher dans des revues, chercher sur des forums, chercher sur des sites, et peut-être même aller dans des clubs. Et puis quand vous débutez, vous avez des tas de questions. Vous aimeriez des réponses, et c'est logique. Des tours de main, un guide. Eh bien, faut bien reconnaître que quand on arrive avec une question, on a tellement de réponses qu'on ne sait plus rien. C'est très embêtant. Donc, les revues, il y en a. Mais je les montrer vite. Donc, oui, il y a des choses bien dans les revues, très bien, même. Quelquefois même un peu déprimantes, parce que c'est tellement bien qu'on ne sait pas comment faire. Vous avez des petits guides, comme par exemple celui-ci. C'est assez ancien, mais c'est pas mal fait. Alors c'est marqué à l'envers, c'est mon premier train miniature, c'est paru chez LR Press. Vous avez les sites internet, vous avez les forums, vous pouvez avoir un certain nombre de renseignements. Mais comme je vous ai dit, souvent, il y a tellement de renseignements qu'on est perdu. Donc, je vais faire un effort, spécialement pour LF Modélisme, et je vais donner quelques vrais bons conseils, qui n'engagent que moi. Évidemment, ils viennent en complément de tout le développement que j'ai fait avant, sur votre thématique, sur votre espace,
et sur le temps, sur l'argent, etc. Allez, on va commencer. Merci Christophe pour cette excellente analyse, justement ça m'aide beaucoup. Mais y a-t-il d'autres moyens de pouvoir s'informer justement en modélisme ferroviaire? Donc ça y est, vous êtes lancé dans votre réseau. Ce que je vais dire maintenant mériterait pour chaque point un développement beaucoup plus important, mais on est là pour balayer les choses et je vais essayer d'aller le plus vite possible. Alors, moi, mon premier conseil qui me paraît important, c'est d'avoir un espace dédié au train. Donc votre réseau, vos modules, ce que vous voulez, vos dioramas si vous voulez, mais dédié au train. Avec cet espace dédié au train, il faut se réserver toujours un espace de rangement. Un espace où on peut ranger les boîtes, ranger ses produits, mais aussi un espace pour bricoler où vous pouvez travailler et laisser sécher, par exemple si vous faites de la peinture ou si vous bricolez, si vous dispersez des pièces, que vous ne soyez pas obligé de ranger à chaque fois qu'il y a quelque chose d'autre. Bricoler sur la table de la salle à manger, c'est pas forcément la meilleure solution, parce qu'il faut débarrasser, ranger, et si on a démonté, on risque de perdre des pièces. Donc ça, c'est important. Un espace pour le train, avec un espace de bricolage et un espace de rangement. Ça, c'est le premier vrai bon conseil. Second conseil, c'est d'avoir une très bonne menuiserie. Quelque chose qui soit très rigide. Il faut se méfier des planches, parce que les planches, elles ont tendance à tuiler, donc il faut faire une structure en dessous. Vous pouvez avoir un réseau autour de pièces, un réseau de tables, un réseau accroché au mur, avec des crémaillères. Là, il n'y a aucun problème. Le seul impératif, c'est d'avoir quelque chose de très rigide. Parce que si c'est pas assez rigide, ça va travailler. Sur ce support, vous allez pouvoir créer votre relief en positif, en négatif. Vous allez poser votre semelle de voie, souvent du liège ou du dépron. Certains utilisent même du carton, pourquoi pas. Et vous allez poser vos voies. Et là, il faut vraiment, vraiment être très rigoureux. Il faut une belle voie, très bien posée, bien éclissée, respectant la géométrie. Certains vont faire des courbes avec des dévers, donc des courbes pas trop serrées. Et une ligne de voie bien posée. Parce que, et ça je vous le dis, le matériel moderne pardonne de moins en moins les erreurs de géométrie. C'est embêtant, mais c'est comme ça. Alors oui, on a des beaux modèles, oui, on a gagné en finesse, mais le revers de la médaille, c'est qu'au moindre défaut de voie, votre train déraille. Donc, une bonne menuiserie, très rigide, parce que comme ça, elle ne travaillera pas, et dessus, des voies bien posées. Je vous propose quelque chose. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez remarqué, si vous traînez un petit peu, les réseaux tables, on en voit moins, les modules, on en voit beaucoup. C'est bien, parce que si un jour vous devez déménager, il faut y penser. Il faut penser aussi à ce que tous les points de votre réseau, tous, soient accessibles. C'est très important. Tous les points doivent être accessibles. En gros, la profondeur ne doit pas dépasser 60 cm. Y compris dans les parties cachées. Parce que je vous conseille, tiens, encore un conseil, de penser à faire des voies cachées, des voies de stockage, qui vont vous permettre de ranger des trains à l'abri des regards lorsqu'ils ne roulent pas. Moi, ça manque un petit peu, j'en parle. Et vous décorez une partie qui est visible et vous laissez l'autre sans décor, mais accessible, toujours. Alors, ce qui est très en vogue aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les showcases. Showcases en anglais. Alors, c'est quoi? Si on traduit showcase, ça veut dire caisse à montrer, littéralement. Le principe est très simple et je le trouve très intéressant. C'est pour ça que c'est un conseil supplémentaire. C'est une sorte de boîte qui est ouverte sur le devant, qui est limitée en surface, tant en profondeur qu'en longueur, et qui vous permet de faire quelque chose de très intéressant, avec une casquette sur le dessus qui porte l'éclairage. Vous avez des surfaces moins importantes, donc plus faciles à réaliser du point de vue du décor, plus rapide, et vous pouvez
mettre vos boîtes bout à bout pour former un réseau. Le principe est le suivant. Allez, c'est super, je t'écoute attentivement. Mais dis-moi, je débute, il y a des tailles de train différentes, des échelles. Tu peux m'aider aussi dans ta réponse. Allez, je suis attentif, je t'écoute. J'ai réalisé une petite maquette, on se croirait dans C'est pas sorcier. Donc je ne sais pas si ça sera très visible. Voilà, le principe est le suivant. Donc vous avez votre boîte, votre showcase, que vous pouvez accrocher au mur, mettre sur des pattes, enfin ce que vous voulez. Ça fait de la place en dessous pour ranger tout ce dont on a parlé tout à l'heure. Vous avez un fond de décor, avec, je sais pas, un arbre, ici une petite gare. La voie va être traversante. La profondeur est variable entre 30 et 60 cm en général, et la longueur va, pareil, entre 60 à 120 cm. Et puis, vous avez la casquette sur le dessus qui, en général, porte l'éclairage. Et si vous prenez, je sais pas, une petite locomotive comme ça, hein, elle est sur un support, et bien, vous voyez, ça vous fait un décor sympathique. C'est le principe. Il y en a de plus en plus. Hein. Un fond de décor aménagé. J'allais dire fond de décor décoré, c'est complètement stupide, mais enfin bon. Hein, un fond de décor aménagé, et puis votre voie traversante avec votre petit matériel. Ça, c'est du N. Pour ceux qui auraient un doute. Ça, c'est du N. Hein. Donc le N, 1/160e, 2 fois plus petit que le HO, qui est au 1/87e, qui lui-même est 2 fois plus petit que le 0, ou le O, comme vous voulez, qui lui est au 43e. Vous avez d'autres échelles, mais elles sont beaucoup moins répandues. Il y a des échelles plus petites que le N, il y a le Z par exemple, il y a le TT qui est un peu intermédiaire, et puis vous avez des échelles beaucoup plus grandes, mais ça c'est pas très logeable. Donc je résume, une bonne menuiserie, des bonnes voies bien posées avec une géométrie qui respecte le plus possible la physique, hein, pas de courbes et contre-courbes, pas de courbes trop serrées, des bons alignements, tant sur l'horizontalité que sur la verticalité, hein, dans tous les axes, il faut que ça soit bien posé. Et puis c'est déjà pas mal. Hein. Voilà, si pour ces premiers grands conseils. Oui, mais c'est bien beau tout ça, Christophe. Mais après tout ça, justement, à quelle étape doit-on s'attendre, justement? Parle-nous-en. Deuxième série de conseils. Ce qui me semble important, c'est de ne pas aller trop vite. Et ça, c'est vraiment... C'est quoi ça? Ah! C'est ma deuxième série de conseils. Ne pas aller trop vite. Et surtout, soigner les choses. Faire des belles choses, bien choisir ses teintes, ses dispositions, c'est très important pour le rendu. Et c'est là qu'Internet est intéressant, parce qu'on peut avoir un certain nombre d'images de réseau, mais aussi d'images réelles, qui permettent de faire son choix, de voir ce que l'on veut faire, et de choisir les teintes. Parce que quitte à peindre, autant peindre avec la bonne teinte. Ça ne coûte pas plus cher de prendre la bonne teinte. Et votre rendu sera beaucoup plus intéressant. Et ça vous entraînera à aller plus loin. Ne vous lancez pas dans des très grandes surfaces, faites des petites surfaces, faites-les bien et totalement, et passez à la surface suivante. Parce que quand on fait quelque chose de bien, on a envie de continuer. Si on se rate, on est dégoûté, si c'est trop grand, on s'essouffle, enfin, il faut faire ça. Hein. C'est là que l'observation de la réalité, les tours de main qu'on peut trouver sur le net, sont intéressants. Bien. Et dans tout ça, justement, Christophe, le but c'est de faire rouler ces trains. Mais justement, comment bien débuter aussi? Comment choisir pour bien débuter ces trains? Aide-moi s'il te plaît, donne-moi ce conseil. Abordons une nouvelle série de conseils dont je n'ai absolument pas parlé jusqu'à présent. Et là, il faudrait un développement un peu plus long, franchement. Bon, je vais essayer de faire court. C'est l'achat de matériel. Parce que tout ça a un coût, évidemment. Alors vous avez plusieurs cas de figure. Il y a celui qui a gardé son train d'enfance, qui veut recommencer. Celui qui a hérité de quelqu'un, un oncle, un cousin, je sais pas quoi. Et il y a celui qui thésaurise depuis des années, qui achète des trains parce qu'il est passionné et puis qui se lance dans son réseau. Et puis il y a celui qui part de zéro. Alors,
On va commencer par celui qui part de zéro, ça va être le plus simple. Je vous conseille des coffrets de départ. Toutes les marques en font, absolument toutes. Mais attention de ne pas vous enfermer dans un système. Je pense par exemple aux 2 rails, 3 rails. Il y a un débat, hein, 2 rails, 3 rails. Globalement, vous savez, toutes les marques sont bonnes. Mais bon, si vous prenez du 3 rails, vous serez obligé de faire du 3 rails. Voilà. Si vous faites du 2 rails, les locomotives 3 rails rouleront pas dessus. Mais toutes les marques font les 2 systèmes. Bah oui, on va pas se priver de clients quand même. Alors, pour vous donner une information un petit peu globale, un coffret analogique, vous en trouvez à 100 € à peu près. Vous trouvez ce genre de choses à 100 €. Quant au coffret digital, alors pas digitaux, hein, en digital, je fais attention, vous en trouvez à 300 €. Et puis après, ça peut monter beaucoup plus haut. Donc, vous allez obtenir ce genre d'objet. Voilà. Il est gros, hein, quand même. Avec une locomotive. C'est un Rocco. Il se fait plus, celui-là. Voilà. Avec... Je vais retirer le couvercle. Hein, comme ça, parce qu'on est entre nous. Hein. Loïc m'en voudra pas si je déborde. Voilà. Donc, vous avez une locomotive, une petite locomotive à vapeur dans ce cas-là, et puis vous avez 5 véhicules, 2 voitures de voyageurs, et puis 3 wagons de marchandises. Vous aviez les rails, vous aviez la centrale, la souris, et puis tout ce qu'il faut. Alors c'est un coffret de départ, donc en général vous allez avoir un ovale, avec un aiguillage de temps en temps. Donc derrière, il va falloir acheter du matériel. Hein. Pour vous donner une information, prix moyen, un aiguillage ça vaut 20-25 € et le moteur autant. Hein, donc pensez-y. Ça coûte vite cher. Hein. Ce qui nous amène à l'achat globalement. Je vous conseille, et on a du mal à se réfréner, je sais, de guetter les promotions, les soldes. Vous trouverez des choses très intéressantes en solde, en produits neufs. Vous pouvez aller dans les bourses, vous pouvez aller sur le net pour acheter de l'occasion. Mais là, prudence. Vraiment prudence. Alors, rien que sur le sujet de l'occasion, il faudrait qu'on fasse une vidéo. Hein, parce que les produits que vous allez trouver en occasion, vous allez trouver du très bon et du très mauvais. Ce que j'entends par très bon, vous allez trouver des produits quasiment neufs, et puis il n'y aura rien à dire. Alors attention, digital ou analogique, c'est pas le même prix. En bourse, dans les bourses, vous pouvez voir le matériel. Il y a un certain nombre de critères objectifs pour voir si le matériel est bon ou pas bon. Ce que vous ne pouvez pas faire sur le net. Hein. Mais vous avez des petits malins ou des petits ignorants, je sais pas, hein, qui vont essayer de vous refiler des nanars au prix d'une voiture de course. Hein, et ça, faut faire attention. Vous ne vous feriez pas avoir pour une voiture. Hein, si, et même sur les photos catalogues, parce que ça aussi, les photos catalogues, entre le modèle sur la photo catalogue et le modèle qui est dans la boîte, des fois il y a des différences. Hein, il y a quelques grands trucs comme ça. Hein. Donc quand vous achetez une voiture, si vous achetez une Mégane et qu'on vous livre une Clio pour le même prix, vous aurez quand même du mal à accepter qu'elle est de la même couleur. Donc vous ne faites pas avoir pour le train. C'est évident. Hein. Donc il y a un certain nombre de critères. Faites attention à la vente d'occasion. Renseignez-vous avant. Il y a des gens très compétents qui peuvent vous renseigner. Mais faites attention. Hein. Si vous partez sur du matériel neuf, ça ira. Hein. Mais c'est pas le même prix. Parce que les locomotives aujourd'hui commencent à coûter vraiment cher. Hein. Certains constructeurs essayent de développer une gamme d'entrée de gamme. C'est redondant ça. Enfin bon. Mais bon, j'ai pas l'impression que ça prenne énormément. C'est une bonne idée, je trouve que c'est une bonne idée. Mais je sais pas si ça prend énormément. Donc attention à ça. Je sens que mon ami Loïc va me poser une question. Hein? Loïc, t'as pas envie de me poser la question sur les nouvelles technologies, digitales ou analogiques, quand on commence? Hein? Alors, pose-moi la question, s'il te plaît. Vite, j'y réponds.
Christophe, merci pour tout ça. Mais une question vraiment très importante. J'entends souvent parler à travers des paroles de modélistes, parler de sujets entre analogique, digital. Justement, peux-tu m'aider à y voir un peu plus clair et m'aider justement à bien débuter avec cela? Merci à toi. Bon alors les amis, digital ou analogique? C'est une très bonne question. Et vous avez vu que je l'ai évité tout au long de la vidéo. Pourquoi? Pour plein de raisons. Il y a plein de choses que j'ai envie de dire là-dessus. Alors il y a les aficionados des deux systèmes, de l'un ou de l'autre. Personnellement j'ai mon avis, mais je ne vais pas vous le donner ici. Si vous débutez complètement, débutez en digital, ça me paraît logique, en sachant que lorsque vous achèterez une locomotive, surtout si elle est digitale et sonorisée, ce qui est très rigolo, elle va coûter en moyenne 100 € plus cher que la version analogique. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour un certain nombre de locomotives, il est relativement simple d'acheter une locomotive analogique et d'installer un décodeur. Depuis les années 90, il y a des prises normalisées, donc il faut démonter la locomotive, ça c'est pas toujours évident, ça dépend des modèles. Et puis, on met son décodeur, on bricole ça pour qu'il y ait de la place, et puis c'est parti. Pour les locomotives les plus anciennes, il faut tout dessouder. Alors il y a des tutos sur internet, et vous câblez votre décodeur entre les roues et le moteur de la locomotive. Faudra faire attention au système d'éclairage, pas d'ampoule, parce que ça chauffe et ça détruit votre modèle. Mais il y a quand même des choses à savoir. Par exemple, une locomotive digitale peut rouler sur un circuit analogique. Elle perd toutes ses fonctions spécifiques digitales, mais elle peut rouler. L'inverse, c'est interdit. Ne mettez pas une locomotive analogique sur le digital, sinon c'est pas bien. Ça va faire du mal au moteur. Mais une locomotive digitale sur de l'analogique, elle fonctionne. Bien. Bon, c'est un peu idiot de se couper de l'analogique, du digital dans ces conditions-là. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose que j'ai envie de vous dire, et c'est un peu bizarre que je le dise seulement maintenant, c'est que votre circuit, vous pouvez le changer de système d'exploitation très facilement. Parce que vous avez fait votre réseau, on est d'accord. La menuiserie, à moins d'être un foufou, vous ne la changez pas. Votre plan de voie, vous pouvez le réaménager, mais globalement, vous ne le changez pas. Votre décor, s'il vous plaît, globalement, vous ne le changez pas. Donc une fois que c'est fait, c'est fait. À moins de tout casser, de tout refaire, ou c'est des gros travaux. Mais vos deux fils qui partent de votre transformateur analogique vers les voies, avec votre petite commande, ce fil là qui part vers les voies, vous retirez vos deux fils et à la place, vous branchez les deux fils de votre centrale digitale. C'est finalement assez facile à changer. Il y a même un certain nombre de personnes qui ont la possibilité de faire exploiter leur réseau sous les deux systèmes. Il y a un système de bascule, soit ils alimentent en analogique, soit ils alimentent en digital. Et c'est très simple. Et ça fonctionne. Enfin, sauf chez moi. Et ça, c'est autre chose. Ça, c'est très intéressant. À condition de prendre la précaution de ne pas oublier une locomotive analogique quand vous passez en digital. D'accord, mais ça fonctionne. Et c'est très facile à faire. Vous pouvez commencer avec un système et le faire évoluer vers un autre système. Pour la commande de vos locomotives. Après, le digital va vous permettre, par exemple, ou des Arduino, et je suis totalement incompétent sur le sujet, de commander des itinéraires, les signaux, les aiguillages. Oui, vous pouvez même utiliser un ordinateur. Oui, ça existe. Vous vous mettez assis et l'ordinateur fait tout le système, fait rouler vos trains. Avec la rétrosignalisation, avec tout ce que vous voulez. Bon, c'est un peu la course à l'armement, mais oui, pourquoi pas. Il y en a qui arrivent très bien.
je vous dirais que plus c'est compliqué, plus ça génère des pannes. Parce que j'ai quand même oublié de vous dire un truc essentiel. Et ça sera peut-être ma conclusion. Faites-vous plaisir et jouez. Jouez au train, faites-vous plaisir à construire, faites-vous plaisir à voir rouler. Hein, c'est pas plaisant un train qui déraille parce que la voie est mal posée. C'est pas plaisant des beaux modèles que vous pouvez pas faire rouler parce que votre géométrie est mal conçue. C'est pas plaisant de passer des heures à chercher des pannes parce que votre système est trop évolué pour vos compétences. Voilà. Commencez déjà par vous faire plaisir. Amusez-vous, décomplexez-vous. C'est pas si difficile que ça demande du temps, ça demande de la persévérance. On apprend tout le temps. Vous pouvez refaire des choses, hein, c'est pas... Internet vous permet d'avoir des tours de main, vous permet d'avoir des matériaux, vous permet d'avoir des sources neuves d'occasion, voire étrangères et très loin, si vous voyez ce que je veux dire, avec des produits qui sont pas très chers. On peut faire beaucoup de choses. Hein. Il suffit de se lancer, il suffit de se renseigner. Allez dans les expos, discuter avec des modélistes, allez dans des clubs, visiter des sites internet, écrivez aux gens qui font les sites internet, en général ils vous répondent. Et puis essayez. Et puis essayez, c'est pas si compliqué que ça. Si moi j'y suis arrivé, tout le monde peut le faire. J'avais pas la réputation d'être un très bon bricoleur. Voilà, donc faites-le. Faites-vous plaisir. Cassez votre tirelire, mais de manière raisonnée. Je dis pas raisonnable parce que ça on l'est pas, mais au moins raisonnée. Hein. Et puis vous allez pouvoir vous lancer dans le train. Il y a des gens qui seront là pour vous aider. Méfiez-vous de tous les bons conseils inapplicables qu'on vous donne. Méfiez-vous des gens de mauvaise humeur, il y en a. Méfiez-vous des gens qui vont vous donner des tas de leçons sans jamais rien vous montrer. Méfiez-vous des douzaines de réponses que vous aurez sur une question simple. Hein. Reprenez ce que je vous ai dit sur vos envies, sur votre place, sur votre temps, sur vos moyens financiers, et sur vos capacités. Essayez de mettre tout ça en adéquation. Et puis, en théorie, ça marche bien. Aussi, truc bête, votre réseau, vos modules, par exemple, rien n'empêche de les faire évoluer. C'est pas parce que vous décidez quelque chose un jour que ça ne peut pas évoluer en fonction de vos goûts, en fonction de votre place, en fonction de votre expérience que vous allez acquérir en vous lançant dans le train électrique. Hein ? C'est pas dur. Et puis on touche à tout. Menuiserie, décor, peinture, électricité, micromécanique. Il y a de quoi se faire plaisir. Franchement, il y a de quoi se faire plaisir. Allez, j'espère que cet ensemble de petits conseils, je le répète, qui n'engage toujours que moi, eh bien, vous sera utile. Hein. Et puis, faites du train, amusez-vous. Hein. Allez, à bientôt tous les amis de LF Modélisme. Laissez un commentaire si vous avez envie. Contactez Loïc, contactez-moi si vous voulez. Et puis, j'étais obligé de faire court. Hein. Mais sur plein de points, il y aurait des tas de choses à rajouter. J'en suis conscient, mais là, bon, sinon on fait une vidéo de 3 heures. Vous en avez peut-être marre de voir ma tête. Allez, à bientôt sur LF Modélisme. Allez Loïc, c'est à toi. De suite. Vous l'aurez donc compris, j'étais donc dans la peau d'un modéliste cherchant à commencer un projet de réseau de train en modélisme ferroviaire. C'était un grand format reportage tuto avec Christophe PSX dont je remercie généreusement d'avoir fait ce reportage, ce montage pour vous, communauté donc de LF Modélisme. J'espère que tous ces conseils vous seront profitables à vous tous. D'ailleurs, n'hésitez pas à commenter, à poser le maximum de questions. Christophe et moi-même se feront un plaisir de vous y répondre. Vous trouverez également en description de cette vidéo en dessous les liens directs pour continuer à voir les pages et le réseau de Christophe PSX.
Oh, sinon, c'était un réel plaisir. Je te remercie Christophe amplement et généreusement de ton reportage et donc de ton tuto et excellents conseils pour bien débuter. J'espère que vous tous qui débutez ou qui ne débutez pas, on peut tous apprendre des choses un petit peu, même si on est intermédiaire, etc. Moi, ça me fait super plaisir et sourire également pour tes petites imitations me concernant. J'ai adoré. Si, comme Christophe, vous avez envie de partager un moment de tuto ou de connaissance ou de votre réseau en construction, n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai un plaisir de faire un sujet vous concernant et de le diffuser très prochainement. Ne quittez pas parce que justement Christophe nous a réservé encore une autre surprise après justement son petit best-of à lui. Un petit tour de son réseau PSX justement. Allez, moi je vous dis à très vite, prenez soin de vous, à bientôt pour d'autres reportages. À bientôt.
Hein? Ah, Loïc, il veut qu'on fasse un bêtisier. Mais moi, je fais pas de bêtises, jamais. Super sérieux comme garçon. Ouais, je vous jure. Si vous commencez dans le train, vous pouvez parfaitement acheter des coffrets de départ. Je vais vous montrer quelque chose. C'est énorme! Comme ça, par exemple. Digital ou analogique, c'est pas vraiment une question à se poser. Par exemple, moi, j'ai du digital. Digitus en latin, c'est le doigt. Les empreintes digitales, c'est bien les doigts, non? Ça répond au doigt et à l'œil. Et en plus, elle est sonorisée. Oups, ça doit pas être le bon CV. C'est mieux, non? Bienvenue. Ça commence. Ça commence. Je n'aurais pas fait mieux. Merci pour cette superbe introduction, Christophe. Bienvenue effectivement dans LF1. Tu m'as tué, Christophe. Là, c'était clair. Tu m'as tué. Je ne m'y attendais pas. Justement, quels sont les points tant essentiels quant à la réalisation? Allez, c'est parti, je t'écoute. Christophe, j'ai besoin d'une réponse. Comme j'ai galéré. Christophe, comme tu l'as très bien dit, voilà, tu me connais par cœur, analogique au digital. Félicitations, très belle imitation. Bravo à toi, je te remercie. Salutations à toi. Quel choix je dois faire? Peux-tu m'aider justement sur ce sujet? D'ailleurs, quittez pas parce que Christophe nous a réservé encore un petit. Solitude. Ça, donc, rapidement, pour vous faire plaisir et pour tout connaisseur, expérience de modéliste, de m'envoyer, de me contacter. On se fera ensemble un plaisir et la communauté. Putain, c'est de la merde.